peut-être que la manière dont je vais aborder ce sujet est peut-être liée à ma double casquette, en quelque sorte, de juriste et de philosophe. Et c'est vrai que, en quelque sorte, la question du conflit me paraît centrale. J'ai ajouté dans mon intervention aussi une autre question qui est la question des boucles, en quelque sorte, et des spirales. Je crois que je parlerai aussi de ce sujet-là. D'ailleurs, un conflit, c'est une forme de spirale ou de boucle. J'ai bien apprécié, mais comme souvent avec Monique Schneider, souvent des rencontres avec elle, j'ai bien apprécié ce qu'elle nous a dit sur la question de la légitimité du parent. Finalement, est-on vraiment légitime lorsqu'on devient parent? Et moi, il m'a semblé, en réfléchissant sur ce sujet depuis quelques années, que justement, j'ai souvent le sentiment que quelque part, lorsqu'une honte... Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez indiqué sur l'idée d'une honte originaire, qui ensuite se développera ensuite à l'école, mais quelque part, la honte, sans doute aussi peut-être, apparaît peut-être au niveau d'un conflit premier aussi, peut-être. Et c'est autour de ce conflit et de ces conflits que je vais essayer de construire mon intervention. Un mot simplement avant, peut-être, pour dire que la honte dans l'éducation, on m'avait demandé, là, il y avait nos collègues là, de cahier pédagogique là, qui m'avaient demandé un petit peu, ils m'avaient interrogé sur ce sujet là, de notre rencontre, et ils me disaient, mais finalement, la honte dans l'éducation, elle est où aujourd'hui? Et comme j'en parlais avec Monique Schneider avant d'arriver ici, en arrivant en tant que juriste, une quarantaine d'années, en arrivant en tant que juriste, avocat, dans ce monde, moi j'ai eu l'impression qu'elle était d'ailleurs présente dans tous les lieux. D'abord, quand vous êtes avocat, par exemple, comme je l'ai été, j'ai commencé ma carrière, effectivement, comme tu l'as rappelé, Jean-Charles, en tant qu'avocat, vous vivez dans des lieux absolument splendides, en quelque sorte, des bibliothèques magnifiques, tout le monde est bien habillé, etc., etc. Et alors vous vous retrouvez subitement dans un lieu, au contraire, voilà, tout est presque une laideur organisée. Bon, ici, c'est pas le cas de le dire, mais sinon, en quelque sorte, vous travaillez dans des bibliothèques un peu sordides, presque sordides, où le soin n'est pas très présent, en quelque sorte, de l'extériorité. Alors, c'est vrai qu'il y a cette question ici, ce qui m'a frappé tout de suite, c'était ce rapport entre un monde, le monde des juristes, et des avocats, et des magistrats, dans lequel c'est l'extériorité qui domine, en quelque sorte, une sorte d'extériorité, et de l'autre, un monde où, au contraire, sous couvert peut-être, je ne sais pas, d'un travail sur l'intériorité, l'extériorité était négligée. Mais moi, ça m'a interpellé parce que, d'un certain point de vue, je me suis demandé si quelque part il n'y avait pas de la honte dans tout ça. Une honte, d'ailleurs, justement, comme vous l'avez très bien dit, et là aussi je vous rencontre sur ce sujet, le propre de la honte, c'est qu'on n'en parle pas. Voilà, c'est silencieux. C'est-à-dire qu'on a honte d'avoir honte, et on a honte d'être honteux. Et donc, justement, la honte m'a paru très présente dans le monde éducatif, et précisément, on n'en parlait pas. C'est tabou, c'est la chose dont on ne parle pas. Et il m'a paru important, justement, d'essayer d'en parler. Et j'espère de poursuivre, parce que là, c'est un début, j'espère peut-être, de poursuivre le travail sur ce sujet. Alors, elle est présente, je crois, à plein de niveaux. Et ce qui me semble, ce qui me semble, c'est qu'elle se développe. J'ai l'impression qu'elle se développe. Elle se développe du fait peut-être d'écarts, de distorsions qui ne cessent de s'accroître. Et j'étais là il y a quelques jours ici dans cette belle maison, et où je parlais de ce qu'était pour moi l'enseignant, qui doit être quelqu'un qui doit jeter des ponts, en quelque sorte, qui doit créer des ponts, qui doit créer des passerelles. Et oui, mais le problème, c'est que quand le gouffre est de plus en plus important, il est de plus en plus difficile de créer des passerelles. Donc, en quelque sorte, l'enseignant aujourd'hui, de base, on va dire, dont je suis aujourd'hui, en quelque sorte, l'un des représentants, il se retrouve dans cette situation dans laquelle il a le sentiment de ne plus pouvoir vraiment faire son métier facilement. Et il vit des situations de souffrance assez profondes, seulement on ne peut pas en parler.
pas en parler. Moi, j'assistais encore récemment, je faisais un cours récemment dans une classe et il y avait une collègue qui était chahutée assez violemment. Alors aujourd'hui, les murs des cours de classe sont épais comme ça, et évidemment, j'entendais tout ce qui se passait, et moi, je pouvais pas faire mon cours. Ah non, la collègue qui sortait comme ça, piteuse, mais personne n'en parlait. Voilà. Donc, la honte, elle est présente, par exemple, de cette manière. Elle est présente aussi, nous, en tant qu'enseignants, dans une diversité des statuts qui devient de plus en plus stupéfiante. Je dirais, vous avez maintenant des corps qui se subdivisent les uns aux autres. Moi, quand j'étais avocat, je ne connaissais pas ça. Les avocats, ils sont tous égaux, en quelque sorte, bon, c'est mon apparence. Ben là, j'ai découvert un monde dans lequel il y avait des classes, des hiérarchies, des hors-classes, des certifiés, des agrégés, etc. etc. Bon, donc je dirais, on voyait un monde dans lequel il y avait une division, des statuts, les gens étaient organisés sur des statuts assez importants. Et ne parlons pas également de ce qui se passait au niveau d'une honte ressentie de plus en plus profondément chez les élèves. Donc la honte, elle me paraît très présente, peut-être comme vous l'avez dit, parce que c'est le lieu aussi où on rencontre une honte originaire. L'école, c'est peut-être le lieu d'une rencontre avec une honte originaire, c'est possible. Mais il me paraissait important d'y songer. Alors, la thèse que je voudrais soutenir rapidement sur la question, c'est qu'on pourrait la développer en 7 points. D'abord, premier point, certains prétendent que tout est linéaire en matière de honte. Et donc, comme je vais l'indiquer, à mon avis, la honte, elle obéit plutôt à la question de la circularité. Hein. Ça, c'est le premier point. Bon, deuxième point, dans la thèse que je voudrais soutenir, c'est que certains soutiennent que la honte proviendrait du narcissisme. Moi, je me semble plutôt que la honte aurait plutôt à faire avec un décalage du sujet lui-même, dont j'essaierai de parler. Et d'autre part, il y a un discours aujourd'hui en éthique et en morale, et en éducation d'ailleurs aussi, on en parlera au cours de ces journées, sur le fait de savoir si oui ou non on peut, vous l'avez dit d'ailleurs, je pense que Jean-Luc Serrois en parlera peut-être aussi d'ailleurs justement, dire quelque part, est-ce qu'on peut faire un usage ou pas éducatif de la honte ? Et il y a des débats très profonds sur le sujet entre ceux qui disent non, absolument pas, et d'autres qui disent au contraire, il y a un déclin de notre système et il doit, au contraire, on fait honte à l'enseignant aujourd'hui de ne plus pouvoir en parler. Moi, ce qui me paraît sur la honte, c'est que la honte, c'est une arme qu'on peut à la fois tourner contre soi-même, ou alors qu'on peut délibérément tourner vers autrui. Lorsque la question qui me préoccupe sur ce sujet, c'est quand fait-on ou non un mauvais usage de cette arme, en quelque sorte. Et lorsqu'on en fait un mauvais usage, c'est peut-être qu'ici, il y a un conflit initial chez celui qui l'utilise, d'où la rencontre effectivement avec les questions psychologiques et éthiques. Bon, je crois que la philosophie a beaucoup à rediscuter. Là aussi, il y a des gouffres qui sont créés, mais à rediscuter avec la psychanalyse et avec la psychologie. Mais il y a ici peut-être une honte originaire, initiale, chez le sujet lui-même. Et donc, ce que je vais essayer de faire rapidement, c'est essayer de voir comment ces spirales se nourrissent finalement mutuellement et explique la raison pour laquelle, quelque part, il est bien difficile de sortir et de traiter simplement ce problème. Parce que aujourd'hui, on a encore une fois des débats, des doctrines qui s'opposent, un peu violemment d'ailleurs, hein, sur le sujet. Ce qui me paraît important de faire, c'est peut-être de montrer la complexité de la question et comment c'est plutôt autour d'une circularité qu'il faut la songer. Alors, premier point, donc, la honte à l'origine d'une spirale interne, d'une boucle interne en quelque sorte. Cette spirale, c'est celle du sujet honteux, qui est entouré en quelque sorte de 3 éléments, qui est ce que j'ai appelé le délié, la paralysie et le silence. Lorsqu'une personne subit la honte, en quelque sorte, elle est enfermée dans une spirale interne qui est en quelque sorte donc un ressenti dans lequel la personne s'estime, comme le disent d'ailleurs les psychanalystes, très bien, Madame Schneider peut-être pas me contredire sur ce point, mais le sentiment donc d'être éloigné d'un idéal de lui-même. Et d'un certain point de vue, il en souffre. Et
en quelque sorte, ce sentiment d'un délié, d'un écart profond entre ce qu'il est et ce qu'il voudrait être, l'enferme dans une autre logique, qui est une forme de logique de paralysante, en quelque sorte. Une paralysie, il n'agit plus. D'ailleurs, lorsqu'on va dans l'étymologie du mot paralysie, on voit qu'il a d'ailleurs un lien très fort avec le délié. Donc, la personne honteuse, en quelque sorte, est comme coupée d'elle-même et en même temps paralysée. Alors, là, c'est la première boucle, et en plus, en quelque sorte, d'un certain point de vue, étant dans cette logique, le honteux, en quelque sorte, se ridiculise lui-même, il s'accuse lui-même. Et vous avez cité Kafka, effectivement, je vais essayer rapidement. On voit chez Kafka, c'est vraiment à l'œuvre chez Kafka cette question. Quand on lit par exemple La lettre au père, c'est flagrant. C'est un texte dans lequel il ne cesse de s'accuser lui-même, en quelque sorte, et où s'adressant à son père, il dit, par exemple, je cite, « Un fils comme moi, muet, apathique, sec, dégénéré, mesuré, insupportable. » Et là, vraiment, Kafka, c'est celui qui, d'un point de vue, je dirais, dans cette lettre au père, nous indique vraiment à quel point il a le sentiment de sa propre indignité. Il a le sentiment de sa propre indignité, quelque sorte, et il cherche à s'en sortir. On voit bien dans la lettre au père, il cherche à trouver des moyens, une issue à cette honte qui le taronne. Et il accuse, finalement, Et il accuse sa mère. Et toujours dans la lettre au père, il dit « Ma mère se contentait de me protéger en secret contre toi. » Alors, il s'agit du père. Me permettait quelque chose en secret, du secret, secret. Et j'étais de nouveau la créature sournoise, le tricheur. Et ici, d'ailleurs, on retrouve une intervention que tu avais faite, justement, Yon, sur la question du tordu, en quelque sorte. C'est-à-dire, un sorte, voilà, sentiment, quelque part, que donc le tricheur, qui se sentait coupable et qui, du fait de sa nullité, était incapable d'obtenir autrement que par des chemins détournés, même les choses auxquelles il pensait avoir droit. Plus tard, bien sûr, je m'habituais à prendre également ces chemins pour rechercher ce qui me revenait, nullement de droit, même à mes propres yeux. La conscience de ma culpabilité en était encore aggravée. C'est ce que tu nous disais dans l'intervention que tu faisais de l'étudiante K, en quelque sorte. Tu parleras peut-être tout à l'heure, mais effectivement, quelque part, le honteux, d'un point de vue, va utiliser des chemins détournés, ou le sentiment d'utiliser des chemins détournés, et en utilisant des chemins détournés, il a le sentiment de tordre le droit, la question du droit, il va tordre le droit, il a le sentiment de tordre le droit, et évidemment, sa culpabilité et sa honte vont en être aggravées. Alors, lorsque évidemment, il est dans cette situation, d'un point de vue, c'est difficile pour lui d'en sortir, parce que, comme le montre très bien Kafka, c'est le silence qui l'oblige. C'est le silence, il ne peut pas en parler. Et comme je disais tout à l'heure, en faisant allusion à ses collègues, par exemple, que je croise encore, ce sont des femmes d'ailleurs, mais c'est pas toujours. La question du féminin peut-être aussi est intéressante à creuser, mais c'est le silence, on ne parle pas. Mais je me sens indigne, on va parler de ma honte, donc j'en parle pas. Et Kafka le dit plusieurs reprises, la honte, le silence, la solitude en quelque sorte en plus, parce que comment faire pour en parler, c'est bien compliqué. Donc, c'est ici, en quelque sorte, qu'il y a peut-être une échappatoire, c'est-à-dire non, on va en parler, on va se plaindre. Mais la plainte, là aussi, c'est un piège, parce que c'est bien ce qu'on dit aux enseignants, tu vois, vous allez vous plaindre, etc. Mais oui, mais si on se plaint, on s'humilie. Donc là aussi, d'un certain point de vue, on se retrouve enfermé dans une spirale assez complexe. Cette spirale, c'est la deuxième spirale que je voulais voir. La première, donc, c'est cette spirale interne dans laquelle est enfermé le honteux. La deuxième, en quelque sorte, elle est externe. C'est-à-dire que cette boucle dans laquelle se trouve le honteux va rencontrer une boucle externe. Et là, elle rencontre la question de l'humiliation. Alors, la honte, effectivement, a deux faces. C'est-à-dire que d'un côté, elle est négative, on le voit bien. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation dans laquelle, on est éloigné de l'être idéal qu'on voudrait être. Et de l'autre, c'est ça toute sa perversion, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous montrer qu'il y a quand même un idéal possible. Il y a un idéal qui est quand même là. Et d'un certain point de vue, c'est là, en quelque sorte, que deux individus, dont nous parlerons peut-être, Martine Chifflot tout à l'heure,
qui est une collègue qui est formatrice à l'ESP de Lyon, ici, dont elle nous parlera peut-être, mais justement, qui est l'éhontée. Les deux figures ici qui tournent autour de la question de la honte, qui sont l'éhonté, ou le pervers. Ils se ressemblent d'un certain point de vue, les deux. Le honteux et l'éhonté, d'un certain point de vue, se ressemblent. Ils se ressemblent dans le fait que, en quelque sorte, le honteux, je dirais, il a le sentiment d'un décalage vis-à-vis de son idéal de soi, mais il le voit encore présent. C'est un éloignement. Tandis que l'éhonté, c'est quelqu'un qui, par définition, ne ressent pas la honte, mais pas au sens où Aristote nous en parle dans l'éthique à Nicomaque, quand il nous dit que l'homme droit ne ressent jamais la honte. C'est pas dans ce sens-là. L'éhonté, c'est celui qui fait du mal, pervers en quelque sorte, qui fait du mal, on pourrait l'appeler le tueur, qui fait du mal à l'autre, et qui ne ressent rien. Souvent, je parlais avec quelques-uns d'entre eux, ils disent, moi je ne ressens jamais la honte. Je dis, non, il ne ressent pas la honte, mais on dit, pourquoi ? C'est pas tellement parce que, justement, il n'a plus d'idéal, c'est parce qu'il s'est tellement éloigné de l'idéal, de son idéal, de la possibilité d'être quelqu'un d'autre, qu'il n'y croit plus. Il ne croit plus à la possibilité, ça d'ailleurs souvent il tombe dans le cynisme, il ne croit plus en la possibilité d'être un autre. Donc il y a cette conjonction, je dirais, cette forme de familiarité entre les deux, d'un certain point de vue, entre le honteux et l'éhonté, ce qui fait que parfois ils se rencontrent, mais le problème c'est que lorsqu'ils se rencontrent, ça crée des clashs, ces clashs, en quelque sorte, vont, d'un certain point de vue, alimenter le conflit, en quelque sorte interne, qui existe entre les deux, c'est-à-dire chez l'éhonté et chez le honteux, puisque, d'un certain point de vue, comme je l'ai dit, donc le pervers est en conflit avec lui-même, son idéal de soi est bien trop loin pour y croire, il ne croit plus en grand-chose, finalement, et le honteux, donc, lui, est coupé de lui-même. Mais, et c'est là qu'on va rencontrer les questions d'humiliation et de harcèlement à l'école aussi, parce qu'il y a ces questions sur lesquelles tu travailles, Jean-Charles. Mais c'est là qu'intervient, et notamment entre élèves aussi. On va en parler aussi, ça c'est quelque chose peut-être dont tu me parleras, qui se développe peut-être, enfin en tout cas. Là, la honte rencontre ici une certaine forme de violence. On fait violence, en quelque sorte. Le pervers fait violence. Il fait violence aux honteux. Il lui fait violence parce que, d'un certain point de vue, pour lui, c'est une victime facile, mais aussi parce que c'est une victime nécessaire. C'est une victime nécessaire parce qu'il lui rappelle quelque chose qui est bien lointain chez lui, d'un certain point de vue, mais qu'il n'a pas envie d'entendre, justement. Qui veut laisser terrer dans une forme de silence. J'ai compris cette question en lisant Léo Strauss, dans un beau texte d'ailleurs, qui s'appelle « De la tyrannie ». Léo Strauss nous dit, dans ce texte, il nous dit « le tyran », parce que quelque part, le pervers, on pourrait l'assimiler au tyran de Platon, dans la République, celui qui est gouverné aussi par ses désirs, nous dit « le tyran craint les braves, parce qu'ils sont capables de courir tous les risques au nom de la liberté. Il craint les justes, parce que la multitude pourrait désirer être gouvernée par eux. Quant aux sages, il les craint, parce qu'ils pourraient ourdir quelques complots. Il craint donc les braves et les justes, parce que leurs vertus ou leurs actions vertueuses pourraient amener la restauration de la liberté, ou du moins d'un gouvernement moins tyrannique. » Donc ici, je dirais, ce qui se produit peut-être dans ces mécanismes de harcèlement, c'est un peu ces choses-là, dans le sens où quelque part, il y a une crainte, il y a une peur du pervers à l'égard de celui qui a une forme d'éthique qu'il a perdue. Donc on voit bien comment ces différents conflits, conflits internes, conflits externes, viennent nourrir en quelque sorte la honte, et conflits originaires sans doute, et viennent l'aggraver. Ils viennent l'aggraver, d'autant que lorsqu'on ne traite pas le cas, justement, et lorsqu'on n'en parle pas, il se produit un mécanisme qui fait que les petits tyrans, en quelque sorte, se sentent légitimés et finissent par prendre le pouvoir dans une classe, dans un établissement, dans une université. Et, en quelque sorte,
tout le monde est un peu honteux de laisser ce pouvoir pris sans pouvoir réagir. Mais oui, mais parce que le petit tyran en question, justement, gouverne à partir de la honte. La honte est son arme. Et c'est très difficile, justement, de réagir contre lui. C'est très complexe. Tout le monde est un peu enfermé dans cette spirale. Tout le monde est un peu enfermé dans cette logique. Seulement, la sonnette d'alarme que je voudrais tirer un peu, en quelque sorte, sur le sujet, c'est que ces liens, il y a des liens qui existent entre la psychologie, la psychanalyse et la pensée éducative et politique. Lorsque on laisse les choses s'aggraver, ce qui est un petit problème micro-institutionnel, etc., peut prendre des proportions beaucoup plus importantes. Et elle peut prendre des proportions plus importantes, et c'est cette question qui me préoccupe. D'autant qu'ici, on peut introduire... Parce que vous avez parlé de la culture, Madame Schneider, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'on sait aussi qu'à un certain moment, la culture peut aussi devenir une arme qu'on peut retourner contre le milieu. Je me souviens de ce passage très beau, très connu, très célèbre, du contrat social de Rousseau, lorsque Rousseau nous dit, vous savez, le tout début du contrat social, lorsqu'il nous dit finalement, lorsque le droit du plus fort n'existe pas, le droit du plus fort n'existe pas, et à un moment, lorsque les forts gouvernent par le droit, ils inventent une forme un autre droit, en quelque sorte, pour légitimer leur violence. D'un certain point de vue, dans un contexte tyrannique, comme j'ai essayé de le montrer ici, c'est-à-dire que dans un contexte dans lequel, je dirais, un certain travail n'a pas été effectué, dans ces boucles qui existent, chez le honteux, chez les hontés, etc. La culture peut devenir aussi un élément qui va aggraver les choses. Et c'est bien ce qui m'inquiète. De même que l'éthique. Elle peut aussi devenir, d'un certain point de vue, dans un certain contexte, un élément pour aggraver le sentiment de honte et aggraver le sentiment d'humiliation. Alors c'est terrible ça. C'est terrible parce que c'est un peu comme le droit. Effectivement, Jean-Charles, tu en as parlé, c'est très juste. Je crois au droit. Je crois même d'ailleurs que cette question des rapports entre droit et éducation, ce sont des sujets sur lesquels on devrait se pencher à nouveau, sur lesquels on devrait penser. Et ce gouffre qui existe aujourd'hui entre les juristes et les éducateurs, c'est un gouffre qu'il faudrait... voilà, quand je suis arrivé, on me disait, mais finalement, comme tu le dis d'ailleurs, Jean-Charles, est-ce que je suis un défroqué? Mais non. Ça me paraissait normal. D'ailleurs, il y a un beau texte que Jean L'Auxerrois a traduit d'ailleurs sur la rhétorique. Il en parlera peut-être, mais Jean, quand tu traduis la rhétorique, Aristote, qu'est-ce qu'il dit? Il était honteux au temps d'Aristote, pour un homme arrivé à un certain âge, de ne pas se mettre à transmettre. Moi, ça me paraissait évident, arrivé à un certain âge, de transmettre à d'autres. Non, je me retrouve dans un système dans lequel, au contraire, on s'interroge, et on dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et ce qu'est-ce que tu fais là m'a interrogé moi-même. Mais s'ils me disent à moi ce que tu fais là, c'est qu'eux-mêmes, ils ont le sentiment de ne pas être légitimes à ce qu'ils font, d'un certain point de vue. Et ça, c'est terrible. C'est terrible puisque, comme vous l'avez très bien dit, pour moi, le plus beau métier du monde, le métier le plus noble qui soit, celui qui, dans une cité, doit permettre justement de créer des ponts. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Je veux dire, on a honte de le faire? C'est une question sur laquelle je m'interroge. Et je me suis interrogé lorsque, arrivant en tant que juriste dans ce monde, je me suis retrouvé face à ça. Et régulièrement, les élèves qui me disent, mais monsieur... si vous êtes parti, c'est que vous n'étiez pas un bon avocat. Mais non, mais au contraire, ça me paraissait logique. Donc, ce sont ces réactions qui m'ont interpellé. Et comme je le disais, je crois donc il y a quelque chose au niveau de notre culture qui s'est passé, sur lequel peut-être on devrait réfléchir, et sur la place de l'éducation, sur laquelle peut-être on pourrait réfléchir. Et sur aussi l'utilisation, peut-être, chez certaines pensées, chez certains auteurs. Alors j'ai beaucoup aimé quand vous avez fait référence à Primitif, et au fait que peut-être certaines cultures vomissent l'autre. Mais il y a malheureusement, dans une partie de notre philosophie, une glorification de la guerre et du conflit. Et j'ai le sentiment... Alors c'est vrai, encore une fois, mais j'ai le sentiment qu'une partie justement de ces pensées qui glorifient la guerre, qui glorifient le conflit, peuvent alimenter les choses, peuvent alimenter ces cercles pervers dont j'ai essayé de parler. Il ne s'agit pas
Bon, il ne s'agit pas ici bien sûr, Platon, il ne s'agit pas de l'attaquer. Je sais très bien que c'est complexe, c'est une pensée complexe, mais certains, encore une fois, une certaine culture prise dans un certain contexte peut créer des dégâts terribles. Et c'est sur ce lien entre le texte et le contexte que je voudrais insister. Mais quand on lit, par exemple, les lois, il y a deux choses qui procurent la victoire, la confiance face à nos ennemis et la crainte de la honte aux yeux de nos amis. Quand nous souhaitons rendre un individu exempt de plusieurs espèces de craintes, c'est en l'exposant à la crainte, par le moyen de la loi, que nous obtenons ce résultat, l'exposer à la crainte. Ne faut-il pas, en le confrontant à l'impudence et en l'entraînant contre elle, faire qu'il sorte vainqueur de sa lutte contre ses plaisirs? Et n'est-il pas vrai qu'il ne pourra atteindre la perfection en matière de tempérance avant d'avoir engagé le combat contre une foule de plaisirs et de désirs qui le conduisent à être impudent et à commettre l'injustice? Alors, il faudrait revenir peut-être au texte initial. C'est ce que certains, et avec Jean L'Auxerrois, certains essaient de faire, en nous montrant à quel point, aujourd'hui, il y a même, au niveau des traductions, des problèmes qui se posent. Mais, lorsqu'on lit le texte, en tout cas, c'est une forme de, je dirais, cette idée du combat, et l'idée qu'il faut même combattre contre soi pour, d'un certain point de vue, s'élever. Donc, finalement, et pour conclure sur ce sujet, que faire finalement? Quel conseil donner à l'enseignant qui se sent fragilisé dans sa classe, dans son établissement, ou à l'élève qui souffre? Bref, que faire pour sortir de ces spirales, hein? On l'a vu, ce n'est pas simple, mais il y a une possibilité, je crois. Cette possibilité, c'est d'essayer d'abord, premièrement, d'en parler. Je crois qu'il faut parler des rapports entre honte et éducation, il faut les penser, il faut essayer de trouver une solution sur le sujet. Parce que la honte, comme vous l'avez très bien dit, se nourrit du silence. Elle aime le silence, elle aime les ténèbres, et comme pour le honteux, il est difficile pour le honteux d'en parler, de sa honte, des lieux ou des espaces dans lesquels on parle de la honte, d'un point de vue philosophique, psychanalytique, sociologique, politique, peuvent être des espaces dans lesquels justement ensemble, on peut essayer d'enrayer les effets pervers du mécanisme. Et enfin, comment essayer d'en sortir enfin, et je n'ai pas du tout de solution sur le sujet, mais en tout cas, essayer d'être alerté. Et je terminerai en faisant une petite référence à la littérature enfantine, parce que j'y pensais justement ces brisures, mais moi j'étais frappé quand j'étais jeune, voilà. Je commence à la maternelle, c'est un lieu où on s'amuse, et puis bon, on arrive dans le primaire, ça devient plus sérieux. Bon, pourquoi toutes ces brisures dans le système scolaire? Il y a ce fameux texte des Schtroumpfs noirs, j'aime beaucoup, hein, et dans lequel, je ne sais pas si cette BD là, qui est formidable, dans lequel on nous montre un Schtroumpf en quelque sorte qui est en colère, ça, il est piqué par une mouche, ça, et il devient tout noir. Vous savez que les petits Schtroumpfs ils sont tout bleus, il devient tout noir, et ça se propage après, c'est-à-dire que dès qu'un Schtroumpf noir en rencontre un autre, l'autre devient noir, etc., etc. Donc, ce qu'il faudrait essayer qu'on fasse les uns les autres, je ne sais pas, c'est qu'on n'oublie pas ce syndrome du Schtroumpf noir, quoi, d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand il y en a un d'entre nous qui est piqué, comme ça, et que tout ça n'est pas évoqué, mais c'est très difficile d'en parler, hein, je ne sais pas ça, mais de petite tyrannie en petite tyrannie, dans différents espaces, c'est une grande tyrannie qui risque de s'installer. Voilà, merci. Merci.